Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 5 mai et nous sommes en direct pendant 60 minutes, vous le savez. Nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur la page Facebook de Média TV. Sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions, comme d'habitude, nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être sur le plateau. Ce soir, Jawed Chouaib, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et Khalid Henfioui, vous êtes chargé des droits de l'enfant au sein du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. C'est jeudi dernier que le Conseil économique, social et environnemental a adopté à l'unanimité son projet de rapport sur les droits de l'enfant, plaidant pour une véritable politique intégrée de protection de l'enfance avec des plans d'action déclinés au niveau régional. Le rapport souligne que des normes et des pratiques sociales préjudiciables aux enfants persistent et que les politiques publiques demeurent faibles et insuffisamment coordonnées. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur la situation de nos enfants et sur les problèmes dont souffre la catégorie la plus importante de la population. Quels sont les maux diagnostiqués au sein de ce rapport? En quoi l'environnement économique et social porte préjudice à l'épanouissement de nos enfants? Que font nos institutions pour les droits des enfants et quels engagements internationaux sont pris en ce sens? Où en sommes-nous dans l'harmonisation et la mise à jour de nos lois? Vaste programme. Droits des enfants, un long chemin à parcourir. C'est le titre de l'émission de ce soir. L'effectivité des droits de l'enfant au Maroc, une responsabilité de tous. C'est l'intitulé du projet d'avis du Conseil économique, social et environnemental, adopté lors de sa 61e session ordinaire. Malgré les progrès réalisés durant les dernières décennies, des normes et des pratiques sociales préjudiciables aux enfants persistent. Des mineurs sont encore exposés à des violences extrêmes. Selon le CESE, certaines catégories sont plus marginalisées que d'autres. Les enfants en situation de rue, ceux nés hors mariage, les enfants placés dans les centres de protection de l'enfance et les mineurs marocains migrants. Ils sont victimes d'exploitation dans la mendicité, la prostitution et le travail. Le rapport du CESE s'intéresse également aux formes de violence les plus répandues. Brimades, châtiments corporels, insultes, humiliations, invocation de punitions divines. Ces violences sont souvent banalisées. Elles sont même considérées comme mesures éducatives nécessaires. À travers son rapport, le Conseil économique, social et environnemental déplore la stigmatisation de nombreux enfants basée sur des préjugés. Il appelle aussi à améliorer les conditions de vie des enfants en situation de handicap, des enfants souvent exclus du système éducatif. Pour promouvoir les droits de plus du tiers de la population marocaine, le CESE propose une série de mesures. D'abord, la révision de la loi 1405 relative aux établissements de protection sociale et une politique de justice adaptée aux mineurs, une politique qui prévoit des mesures alternatives à la privatisation de liberté et au placement en institution. Le Conseil rappelle aussi l'importance d'un accompagnement institutionnel. Il appelle à la mise en place du Conseil consultatif de la famille et de l'enfance et d'un mécanisme de recours indépendant spécialisé dans la surveillance des droits de l'enfant au sein du Conseil national des droits de l'homme. S'il y a bien une question centrale, c'est bien le droit de nos enfants, et qui sont les Marocains de demain. Quand on sait que les enfants de 0 à 18 ans représentent le tiers de la population, eh bien on comprend tout l'engagement et tous les problématiques qui sont traitées au sein de ce rapport qui a été rédigé par le CESE. Alors messieurs, avant qu'on parle justement des constats et des diagnostics, revenons comme d'habitude sur les fondamentaux, c'est-à-dire la définition. Encore une fois, ça peut sembler banal, tout le monde peut savoir ce qu'est qu'un enfant et ce que sont les droits de l'enfant. Définition juridique de l'enfant, définition aussi juridique des droits de l'enfant, car on est quand même obligé de s'harmoniser sur l'ensemble des textes internationaux. Si Chouaib. Votre question est très loin d'être banale. À chaque fois que l'on est confronté à cette problématique, et même dans des instances assez de haut niveau, je dirais, dans notre pays, on se rend compte qu'effectivement, la définition de l'enfant est loin de faire l'unanimité. Maintenant, quand on parle de droit, il y a un référentiel qui est très clair, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par le Maroc déjà depuis une vingtaine d'années. Et c'est ça le référentiel, et il faut s'y tenir tout simplement. Et donc, un enfant est toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Voilà, c'est clair, c'est net.
Et dans cette convention internationale des droits de l'enfant, un ensemble de droits sont définis, dont l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un principe et qui est aussi un droit, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, et le droit aussi à la protection. C'est un des droits essentiels, car il s'avère qu'un enfant non protégé, de toutes les façons, ne peut bénéficier d'aucun droit, dans la mesure où, par définition, il subit, il est victime, et par conséquent, il ne peut ni se développer correctement, ni avoir accès à ses autres droits. Est-ce qu'on peut avoir une enfant, pour revenir toujours sur les définitions, parce que vous l'avez dit, elles sont importantes, ça nous fera peut-être parler tout à l'heure du mariage des mineurs, parce que quand on ne parle pas d'enfants, on parle de mineurs, est-ce que ça pose un certain distinguo? On ne met pas en exergue le fait qu'un enfant soit une personne qui ne soit pas en capacité de décider ou de prendre en main son destin, de gérer, ce qui peut impliquer beaucoup d'autres choses par la suite. Vous êtes d'accord avec cette définition? Doit être seulement en dessous de 18 ans, c'est un enfant? Basta. En fait, je voudrais revenir sur cette question qui est très importante et qui demande une réflexion très profonde. Parce que définir un enfant, certes, nous avons un référentiel universel, à savoir la Convention des droits de l'enfant, mais en même temps, nous avons un contexte national. Parfois, le mariage, pour un enfant marié, surtout une fille mariée, pourrait devenir un adulte, dans une perception sociale. Donc, définir un enfant, nous avons un référentiel, certes, où les institutions cherchent toujours à analyser le contexte national en se basant sur ce référentiel, mais la réalité terrain nous montre parfois que l'enfant pourrait être considéré comme un adulte. Un enfant qui travaille pourrait être considéré comme un adulte, un enfant marié pourrait être considéré comme un adulte. Et à ce moment-là, on est sur une confrontation, sur une approche dualiste entre ce référentiel universel et la réalité sociale et locale. Oui, je pense que ce que Sihan Fioui veut dire, ou veut bien montrer, c'est ce décalage qu'il y a entre, disons, je dirais, la définition juridique et la réalité et les perceptions. Maintenant, c'est vrai, on peut essayer de définir l'enfant en fonction de différentes tranches d'âge, comme on le fait en médecine, la petite enfance, le nourrisson, le bébé, l'adolescent et tout cela. Et d'ailleurs, à l'échelle mondiale, il y a une grosse discussion aujourd'hui sur l'adolescence. Quand commence-t-elle, quand s'arrête-t-elle? Le jeune, ce qu'on appelle le jeune, il y a pour ça, et le jeune adulte, ce sont des questions qui sont très difficiles et qui restent relatives. Mais je crois qu'il y a un moment donné, parce que la vraie question, en fait, in fine, c'est de se dire, mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique publique? Et puis c'est là, pour cette raison-là, que je m'en tiendrai à ce référentiel d'abord juridique, parce que c'est sur cette base-là que l'on protège un enfant. Pourquoi à l'époque, pourquoi les gens ont arrêté ce 18 ans? C'est vrai, c'est quelque chose de discutable. Il n'y a pas quelque chose qui se passe entre 18 ans moins un jour et 18 ans plus un jour. Mais de manière générale et dans le monde entier, cette catégorie de personnes fait partie des personnes que l'on considère n'ayant pas encore atteint toute la maturité. Là aussi, c'est quelque chose de relatif et ayant besoin d'une protection spéciale. D'accord? Alors peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on dira à partir de 20 ans ou 21 ans. Je n'en sais rien, je ne prédis pas ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'arrête uniquement à la biologie ou quelque chose, un phénomène physique. Maintenant, il est important, à partir du moment où le Maroc a ratifié, donc il accepte ces définitions, que tout ce qui se fait par rapport à l'enfance respecte cette définition, et à commencer par les lois dans ce pays. Je rappelle récemment le débat qu'on a eu même ici sur ce plateau concernant le travail domestique des enfants et toute cette discussion des mineurs. Vous parliez tout à l'heure, mineur. Un mineur, on peut dire qu'à pas jusqu'à 18 ans il est mineur, on peut dire jusqu'à 21 ans. De quelle minorité on parle? De la minorité par rapport au droit de vote ou de la minorité par rapport au mariage et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la perception que l'on peut avoir, il me semble important qu'en termes de politique publique,
qu'il faille se caler sur un référentiel qui est admis et qui est commun à tout le monde. Alors, on va venir au rapport, bien sûr, parce que vous parlez de réalité, de terrain, et on a besoin justement de mettre en évidence les réalités quotidiennes de la situation de l'enfant dans notre pays. Alors, ce rapport, on va y aller tout à l'heure, hein, en voyant les principales remarques et les principales recommandations, mais ce rapport, comment il a été fait? Comment est-ce qu'on a justement mis en évidence un certain nombre de données, un certain nombre de constats? Alors, ce rapport, d'abord dans sa genèse, c'est la Commission permanente des affaires sociales et de la solidarité qui s'est auto-saisie de la question, comme elle l'a fait par rapport à la femme et aux personnes âgées. On s'est dit, il y a aussi cette tranche d'âge à laquelle il faut s'intéresser particulièrement. La méthode de travail qui a été adoptée, c'est la méthode classique du Conseil économique, social et environnemental. Il y a un recueil d'abord de toute la littérature existante, donc tout ce qui est écrit, tout ce qui est publié. Il y a d'autre part toutes les auditions que le Conseil économique et social fait. On auditionne un certain nombre d'acteurs associatifs, mais aussi des institutions qui ont un lien avec la question. Dans ce cas de figure, on a auditionné l'UNICEF, on a auditionné le ministère social de la femme, de la famille et du développement social, le ministère de la Justice et des Libertés, je n'oublie peut-être le ministère de l'Éducation nationale. Pour les autres acteurs, s'ils n'ont pas tous été auditionnés, c'est parce que soit les données étaient suffisamment exhaustives, voilà. Donc c'est sur cette base-là que nous avons fait notre analyse et nous avons choisi notre angle d'attaque, qui est justement de voir par rapport à ces droits-là, est-ce que ces droits sont effectivement respectés ou pas, ou jusqu'à quel point, dans la mesure du possible. Et puis il y a quelque chose dans le titre qui a suscité beaucoup de discussions, et à juste titre, c'est que quand on met responsabilité de tous, et c'est pas anodin, beaucoup vont dire c'est de la responsabilité de l'État, d'autres vont dire c'est de la famille. Et finalement, on se rend compte que dans la réalité des choses, et pour être, disons, le plus juste, c'est effectivement une responsabilité de tous, mais avec une responsabilité première quand même de l'État en matière de protection, tel que d'ailleurs c'est défini dans la Constitution à l'article 32. L'État se porte garant justement de la protection des enfants, et donc c'est à lui de mettre en place des politiques publiques à même de protéger les enfants et de faire que justement ces droits soient ou deviennent effectifs. Alors Khalid Hanfi, vous êtes chargé des droits de l'enfant justement au sein du CNDH. Vous avez pris part à la rédaction de ce rapport. Est-ce que vous disposez d'un observatoire justement au sein du CNDH qui permet d'avoir des remontées, on va dire, continues par rapport aux droits de l'enfant? Après une première lecture de ce rapport, il me semble qu'elle a une grande valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'inscrit dans un processus national de production de contenu, de bilan, d'études de la situation des droits de l'enfant au Maroc, sachant que le Maroc vient de présenter son 3e et 4e rapport périodique. Et les ONG ont préparé aussi des rapports parallèles. Le CNDH a élaboré un rapport dans le cadre de l'examen des rapports périodiques du Maroc. L'UNICEF a publié un rapport. Donc ce rapport s'inscrit dans un processus de production de contenu. Donc elle a déjà apporté une valeur ajoutée parce qu'elle est très riche sur le plan informationnel. Deuxième valeur ajoutée sur le plan méthodologique. En fait, analyser, décortiquer la réalité des droits de l'enfant dans un contexte donné nécessite une vigilance méthodologique et épistémologique, parce que ça demande une approche très spéciale. Comment collecter l'information, auprès de quel acteur, quelles sont les techniques à utiliser pour collecter l'information, le niveau de participation de l'enfant lui-même dans ce processus méthodologique. Et je crois que ce rapport a pu en fait produire un contenu, mais en même temps de contribuer à la mise en place d'une méthodologie au niveau national, parce que, comme vous le savez, les institutions cherchent à produire un contenu, cherchent
à engager des études, mais ces études devaient avoir une valeur ajoutée, non seulement pour les institutions, mais aussi pour les politiques publiques. Est-ce qu'on dispose, c'est la question que je vous posais, est-ce qu'on dispose d'observatoires? La méthodologie que vous m'avez exposée, c'est que vous avez consulté un certain nombre de sociétés civiles, les institutionnels, pour avoir finalement une température. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études terrain dont vous parlez vraiment? Alors, il y a ce qu'on voit tous les jours, on va parler du travail des enfants, on a déjà parlé du travail des mineurs, des travails domestiques, mais est-ce qu'on a besoin de d'aller plus en profondeur sur le terrain? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Alors, est-ce qu'on a les moyens? C'est une autre question. Maintenant, je voudrais juste, pour la pédagogie, parce qu'on a quand même des téléspectateurs, on parle de rapport périodique. Oui. Alors, en fait, le rapport du Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, les bilans sont faits et ils sont faits au niveau de l'État. Il y a au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un comité des droits de l'enfant à Genève qui est chargé de suivre la mise en œuvre. Et les États, en toute liberté, présentent des rapports périodiques, ces rapports auxquels faisait référence. Donc chaque État, c'est Hanfeoui, chaque État dit voilà ce que j'ai fait dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant ces 4 dernières années. Et voilà. Ça c'est juste pour expliquer, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce genre de choses. Donc les bilans sont faits. Et vous parliez de données. C'est une problématique, les données. C'est une problématique. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est transversal. Toutes les données sociales, c'est un problème. Alors, il y a effectivement des études, et c'est ce qu'on relève d'ailleurs dans le rapport. Il y a des études provenant d'associations, de l'UNICEF. Il y a pas un observatoire, en tous les cas en tant que tel, dont le rôle serait de faire des études et du contrôle et du suivi. C'est-à-dire en tant qu'institution. Il y a le HCP qui est un gros producteur d'indicateurs. Et on en remercie, même s'il y a quand même des choses à améliorer, c'est ce qu'on dit dans le rapport, par rapport justement à ces indicateurs spécifiques de l'enfant. En fait, en tout état de cause, ce qu'il y a, c'est que nous avons du mal à mesurer à l'échelle nationale l'ampleur des phénomènes. Alors évidemment, après on en fait l'utilisation qu'on veut. On va faire une étude, par exemple, sur Marrakech, on fait un focus, mais le Maroc, ce n'est pas que Marrakech, ce n'est pas que Fès, et ainsi de suite. Et c'est un peu partout, sur tous les phénomènes, que ce soit la violence, que ce soit la participation ou autre. Ceci étant, cela ne veut pas dire pour autant qu'on est incapable de produire un avis. Parce que le croisement des données, quand même, qui proviennent de sources diverses, montre clairement que ces problématiques qui sont décrites, elles existent, elles sont là, il ne faut pas fermer les yeux devant. Elles sont criantes. Et elles sont criantes. Bon, il faut maintenant les prendre en charge. Et il faut les prendre en charge au niveau régional, parce qu'on ne peut pas faire de la politique de l'enfance à partir de la capitale uniquement. Voilà, et c'est un petit peu ce que veut dire le rapport. Les bilans sont faits, plus ou moins de manière exhaustive. On a quand même des questions centrales dans tout cela, que sont les problématiques de violence, qui sont diverses, que l'on retrouve... Alors justement, on va aller dans les principaux problèmes qui ont été diagnostiqués par le rapport. Alors c'est vrai que quand on parle d'enfants et quand on lit les grandes lignes du rapport, on parle de protection, on parle d'éducation, on parle de justice, on parle de participation, même. Donc, quand on lit tous ces grands chapitres, on a l'impression qu'on parle de tout simplement des problématiques qui sont communes même à des adultes. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, avant qu'on aille dans ces problèmes-là, peut-être qu'on va encore revenir à la définition, mais peut-être plus philosophique, est-ce qu'on considère l'enfant comme étant un véritable, je vais être un peu abrupt, mais un être pensant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est considéré en tant que tel au Maroc, d'un point de vue culturel, même d'un point de vue juridique? Parce que quand on voit tous ces chapitres, finalement, c'est commun, même à toutes les tranches d'âge. Oui, non, ça c'est effectivement, de toutes les façons... je crois, je sais pas que l'adage dit ça, que de manière générale, on a tendance à éduquer les enfants, à reproduire les modèles d'éducation que nous avons eus. Alors maintenant, évidemment, avec il y a à boire et à manger là-dedans. Mais de manière générale, et c'est ce que dit le rapport, il y a quand même ce qu'on appelle les normes préjudiciables. Maintenant, le terme de normes, on parle de normes informelles, on ne parle pas de la loi. Donc, ce qui se fait dans beaucoup de familles, c'est très difficile. On a eu beaucoup de mal à rédiger ça sur les normes parce que c'est assez stigmatisant. On a l'impression que dans toutes les familles, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Il y a dans certaines régions certaines normes sociales qui diffèrent d'autres. Donc il y a une complexité à analyser les normes sociales. Ceci étant,
Ce qui est assez transversal à tout le monde, c'est que l'enfant en tant qu'enfant, bon, tant qu'il est tout petit, je dirais la petite enfance et avant l'âge de la puberté, à la rigueur, là tout le monde est d'accord pour que c'est un enfant. Et puis dès qu'on arrive à l'âge de la puberté, pré-puberté, c'est là où ça bascule réellement, et ça bascule particulièrement pour les filles. Et où la notion d'enfant et d'adulte n'est pas mesurée selon un critère juridique, mais je dirais à la limite, et ça même dans des jugements de tribunaux, vraiment sur le visuel. C'est-à-dire c'est l'aspect physique qui détermine si on a affaire, et ça c'est très grave. Donc, dans les familles, c'est un petit peu la même chose. Et là encore, c'est une fois, c'est toujours la problématique, notamment des filles, beaucoup plus qui en pâtissent. Donc, il y a cette histoire, je dirais, de définition de l'enfant et de la perception de l'enfance. Il y a encore un modèle éducatif qui se perpétue, à savoir que justement, l'enfant n'est pas un être pensant. L'enfant, il doit faire ce qu'on lui dit. La famille doit l'éduquer dans telle et telle direction. L'enfant n'a rien à dire. Et c'est quelque part aussi très dangereux parce que ne pas écouter les enfants, et notamment quand ils arrivent à la période de préadolescence ou adolescence, et surtout aujourd'hui plus que jamais avec le refuge ou l'échappatoire grâce aux nouvelles technologies, je ne parle même pas des jeunes entre eux, sur les réseaux sociaux, beaucoup de ces jeunes-là vont se retrouver dans un monde virtuel qui lui alors est complètement incontrôlable et incontrôlé, et où ils n'ont pas forcément, ça c'est pas ça le souci c'est qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'analyse et de défense et d'immunisation par rapport à un certain nombre de choses. Là on parle de la vulnérabilité. La vulnérabilité, justement, par un modèle éducatif, même un modèle éducatif dans l'école, qui n'est pas basé sur le développement de sa propre réflexion et de l'esprit critique et du débat. Alors, Sihan Fewri, on va revenir aux principaux problèmes. Vous avez dû parcourir ce rapport. Finalement, quels sont les principaux problèmes liés aux droits de nos enfants? Non, je ne veux pas dire les enfants, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas les nôtres, mais les droits de nos enfants au Maroc. En fait, d'abord, la question de l'accès à l'éducation, et plus particulièrement la qualité de l'éducation, qui est soulevée par le rapport, la question de la santé, de la participation de l'enfant et de la protection. Il me semble que cette question de protection mérite d'être analysée. Parce que tout à l'heure, on parlait de la définition de l'enfant. Certes, nous avons cette définition juridique et biologique, mais la définition de l'âge est une construction sociale aussi. Donc, comment protéger un enfant dans une zone rurale, ou comment protéger un enfant non marocain qui vit au Maroc aussi, là où il y a une perception, une représentation sociale de l'étranger. Donc, il me semble que cette question de protection, d'ailleurs qui a été soulevée par le rapport, a montré que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que nos politiques publiques, que la société marocaine arrive à protéger l'enfant. Je voudrais juste rajouter sur le terme de protection. On revient quand même à chaque fois à la définition. Hein. Oui, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, ça montre la géométrie variable. Si on a toujours une géométrie variable en fonction des régions, en fonction de l'urbain, en fonction du rural, on aura du mal à protéger les enfants de manière efficace. Non, je ne pense pas. Je voulais juste rajouter par rapport à la protection. Il faut déjà bien comprendre ce que veut dire protéger. La protection... Protection juridique, protection sociale, protection sociétale. Et prévention des risques. L'aspect préventif de la protection est essentiel. C'est un aspect, un volet qu'on a tendance un peu à occulter dans le terme. Et donc c'est juste cette précision que je voulais apporter aux téléspectateurs. Une autre chose concernant toujours la protection, c'est un moment de renforcer les compétences autoprotectrices de l'enfant. Parce que l'enfant, certes, doit être protégé par la famille, par les institutions, mais aussi une capacité à se protéger. Donc, il me semble que la question de la protection, qui est en fait une protection qui s'inscrit dans un cadre social, mérite une analyse qui dépasse le volet protection juridique. Oui, bien sûr. Alors justement, en parlant de protection juridique, un des points qu'on voit dans la synthèse du rapport du CESE, c'est que la justice pour les mineurs, chez nous, est encore éloignée des standards internationaux en la matière. Oui. Dans quelle mesure ? Alors, là, quand on parle de justice des mineurs, on ne parle pas uniquement des lois. La justice des mineurs, c'est tout le processus de justice qui touche non seulement
les enfants victimes, mais les enfants aussi auteurs ou les enfants forcément. témoins. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle en jargon un peu spécialisé, ce sont les enfants qui, à un moment donné, sont amenés à être en contact avec la loi. La justice, ouais. Et au niveau international, il est très très clair que la manière dont on doit traiter un enfant qui se trouve pour une raison ou une autre, pour signaler, ou bien parce qu'on a signalé qu'il a fait quelque chose ou autre, qui se trouve donc en contact avec la police, parce que c'est, disons, la première porte d'entrée, ou avec la gendarmerie, doit bénéficier d'une prise en charge qui lui est très spécifique. C'est-à-dire, on n'interroge pas un enfant comme on interroge un adulte. On doit l'interroger dans un cadre bien particulier. On en a parlé sur ce plateau lorsqu'on parlait de pédophilie et ce genre de choses. Toutes ces questions-là demandent de la formation. Il y a des gens qui doivent, et il y en a, dans certaines, il y a quand même certaines bonnes pratiques. C'est pas quelque chose qui n'existe pas du tout, mais qui existe encore insuffisamment. Ça, c'est déjà disons, la porte d'entrée de la problématique. Mais ensuite, dans tout le processus, cet enfant-là, une fois qu'on l'a écouté, selon la problématique qu'il a, on doit gérer cette problématique sans jamais oublier qu'il s'agit d'un enfant et que c'est à lui qu'on doit penser d'abord et avant tout, délinquant ou pas délinquant. Alors évidemment, selon le cas, si effectivement il a commis quelque chose, donc les lois sont censées être plus soft, je dirais, par rapport, disons, les sanctions, ça doit être, disons, le dernier recours. On doit tout faire pour essayer de réhabiliter cet enfant, pour essayer de le prendre en charge si nécessaire, et non pas se contenter de le mettre en prison ou de le mettre dans un centre de sauvegarde. Donc, il y a plusieurs outils à mettre en place afin que les réponses de la justice par rapport à ces différentes problématiques soit adaptée en fonction du cas. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. L'enfant victime, pas victime, et tout traité ça, là pour le coup comme un adulte. Traité de la même chose. On a une tendance à mettre tous les enfants dans des centres, quelle que soit leur problématique. On mélange les petits, les grands, ceux qui sont délinquants de ceux qui ne le sont pas. Donc, en termes de justice des mineurs, de justice adaptée, là, effectivement, il y a des choses qui ont été faites, il faut le dire, par rapport dans les réformes du code pénal, du code de procédure pénale, ça c'est certain et c'est incontesté, mais les pratiques montrent encore que, et ça c'est de l'humain, c'est de la formation, ce sont des moyens. Mais au-delà de l'humain, de la formation, ça reste encore insuffisant. Justement, là on parle de la justice, mais il y a aussi toutes les procédures, les infrastructures qui sont mises en place. Bien sûr, tout cela fait partie de ce package. Ça aussi, ce sont des choses qui sont dures à mettre en place. Je pose la question parce que là, ce sont des synthèses, il y a des recommandations qui sont aussi ici du CESE. Ce point-là, il est pour vous, est-ce qu'il est central dans la préservation des droits de l'enfant, justement dans la promotion des droits de l'enfant? C'est quelque chose qu'il faut bien commencer par quelque chose, c'est qu'il faut tout faire en même temps, mais il y a bien des priorités. Est-ce que ce point-là, est-ce qu'il est extrêmement important? En fait, dans le contexte actuel au Maroc, il y a une politique publique intégrée qui vient d'être élaborée et qui est marquée par une démarche participative. Dans la mesure où plusieurs institutions, plusieurs départements ont participé à l'élaboration de cette politique publique, y compris les enfants d'ailleurs, dont l'un de ces objectifs consiste d'abord à travailler sur tout ce qui est normes sociales. Parce que, en fait, cette politique publique a été élaborée sur la base d'une analyse globale, sur la base d'une étude, et l'un de ces objectifs consiste à travailler davantage sur les normes sociales protectrices de l'enfant. Et parmi les objectifs de cette politique publique, il y a un volet qui cherche à travailler sur tout ce qui est normes, notamment les institutions de protection de l'enfant, les institutions qui accueillent les enfants, aussi bien les enfants en situation difficile que les enfants en contact avec la loi, pour mettre en place un protocole de prise en charge de l'enfant, pour standardiser tout ce qui est accueil, tout ce qui est écoute de l'enfant, tout ce qui est accueil de l'enfant, tout ce qui est travail avec l'enfant. Et en fait, le CNDH travaille là maintenant sur l'élaboration d'un protocole pour écouter et accompagner l'enfant victime de violence. Donc l'idée consiste à mettre à la disposition des acteurs agissant dans le domaine des droits de l'enfant un guide méthodologique
pour contribuer à la standardisation des pratiques. Mais au-delà du guide méthodologique, il faut des gens, vous l'avez dit. Il faut des humains, il faut des psychologues, il faut des gens qui soient formés. On discutera de ça juste après la pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, même si je me plais à dire que nous sommes tous des grands enfants, on parle du droit des enfants en fonction de la définition, enfin, qui est finalement, encore une fois, parce que on pourra en parler après l'émission, mais en tout cas on voit bien que c'est un référentiel qui est extrêmement mobile. On parlait tout à l'heure, avant qu'on parle des autres problèmes qui ont été pointés du doigt dans le rapport, on parlait justement de tous les dispositifs mis en place, il y en a qui ont été mis en place. J'en veux pour exemple, on a pris accès à la justice, contact avec la justice, notamment lorsqu'on doit recevoir des plaintes d'enfants qui ont été victimes de violences. D'ailleurs, vous parlez de violence, vous parlez même de violence extrême. Et là, il y a des choses qui sont faites, mais tout le processus, il n'est pas achevé. On manque de gens, on manque de formation. Vous en parliez tout à l'heure, on manque de psychologues, on manque de compétences. Je pense, pour faire juste le lien avec ce dont on parlait avant, c'est par rapport à la protection, parce que c'est quelque chose d'essentiel, et d'essentiel aussi dans le rapport, qui, comme vous l'avez dit en introduction, est quelque part aussi un plaidoyer pour cette politique intégrée de protection de l'enfance. Alors, avant de mettre toujours les problématiques de moyens, de ressources qui existent, je pense ça prendra le temps qu'il faut, on mettra le temps qu'il faut. Mais je crois qu'il est important d'avoir un cadre stratégique dans lequel tous les acteurs puissent œuvrer de manière cohérente et complémentaire. Ce n'est qu'à ce prix-là, à notre sens, que l'on pourra obtenir des résultats. Peut-être dans quelques années, on n'en sait trop rien. Parce que sans cadre de travail, de coordination, au niveau régional notamment, où tous les acteurs, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit les associations de la société civile, que ce soit les agents du ministère de l'Intérieur, que ce soit les élus, si tous ces gens-là ne sont pas fortement sensibilisés à la question, ne considèrent pas que la protection de l'enfant c'est une des priorités en tous les cas qu'ils devraient avoir dans leur région ou dans leur territoire, eh bien on continuera justement à travailler comme ça par petits bouts. Alors, il y a effectivement la justice des mineurs, il y a la participation. Chaque acteur a un rôle à jouer. Donc il faut bien que, c'est comme dans un orchestre, qu'il y ait un chef d'orchestre et que tout cela soit mis en musique. Et c'est ce qui nous fait d'abord cruellement défaut. Ce que vous disiez par rapport aux ressources humaines, c'est une réalité du Maroc dans tous les domaines. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait une vision stratégique magnifique et est pertinemment conscient que la ressource humaine, c'est le nerf de la guerre. Certes, mais il y a aussi des gens qui ont des capacités et il y a des gens qui peuvent développer des capacités. Mais à condition, on ira à la vitesse, je pense, que l'on pourra, en fonction de nos moyens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de moyens, à valeur d'aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal utilisées ou insuffisamment utilisées et qu'on pourrait mieux utiliser pour peu que l'on canalise tout ça dans une vision claire. Et cette politique intégrée de protection de l'enfance, elle vient au moins avec tout n'est pas gagné, ça reste une politique, il faut la mettre en œuvre maintenant. Et ça aussi, c'est tout un combat. Parce que pour faire ça au niveau régional, il faut déjà bien la comprendre, il faut se l'approprier. Donc il y a tout un travail pédagogique à faire. Mais nous considérons que c'est un début et qu'il faut encourager, et il faut surtout, d'un autre côté, et c'est ce que nous espérons, et c'est pour ça que nous venons avec une recommandation qui demande à ce que cette politique soit inscrite dans une loi cadre, c'est pour aussi qu'elle soit pérenne, que ce ne soit pas, que la protection de l'enfance ne soit pas un enjeu idéologique et qu'au gré des gouvernements, les choses changent. C'est un petit peu aussi notre problème. Il y a au niveau institutionnel de grosses faiblesses qu'il faut... c'est au niveau des missions. Il faut pas une politique, il faut une vision. Donc, il y a une vision, il y a aussi une politique, mais il y a aussi d'autres choses, des mesures d'accompagnement. Maintenant, c'est aux politiques de décider si pour eux c'est une priorité, si c'est quelque chose à prendre à bras le corps et que tous les Marocains le disent, qu'on arrête juste de s'offusquer parce qu'il y a eu un acte pédophile, il y a eu ceci, on se pose toujours des questions.
Maintenant, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à travailler de cas par cas, ou bien est-ce qu'il faut qu'il y ait, au niveau territorial, des dispositifs de signalement qui fonctionnent au quart de tour? Quand il y a eu un problème, on les contacte, l'enfant est canalisé, l'enfant est orienté, les pris en charge de santé. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'idée fondamentale. Au niveau du CESE, nous avons longuement discuté ces questions parce qu'il y a beaucoup qui tombent dans le pessimisme. Et oui, bon, on va pas faire. Je pense qu'on n'a pas le droit, par rapport à des questions d'enfance, de se contenter d'être pessimiste et de faire des constats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, évidemment, tout en étant conscient des difficultés à mettre tout cela en œuvre et en musique. Les violences. Alors, c'est vrai que ça aussi, ce sont des choses qui sont pointées du doigt. Et là aussi, on revient à des définitions, peut-être encore une fois, parce que quelles sont les violences aujourd'hui qui sont mises en évidence sur les enfants? Parce qu'on en a plusieurs, mais il y en a qui, d'un point de vue juridique, peuvent ne pas être considérées comme des violences ou pas. On va parler du travail des enfants, on peut parler de la pédophilie, on peut parler du mariage des mineurs, qui peuvent être considérés de la violence. Aujourd'hui, quelles sont les principales violences qui sont dont souffrent nos enfants? En fait, c'est un petit peu difficile de dire que l'enfant marocain souffre d'une typologie de violence dans l'absence d'un système d'information nationale, d'une part, et d'autre part, c'est que chaque enfant victime de violence, parfois, il n'arrive pas à signaler ou à transmettre le message disant que je suis victime d'une violence. C'est là où c'est important de définir la violence. Là, vous parlez de violence physique, violence sexuelle. Mais nous avons une violence visible, une violence qui arrive parfois chez la police, chez la gendarmerie, qui rentre dans un système d'information. Mais nous avons une autre violence invisible. Je vous donne un exemple concret, tout ce qui est violence verbale, relativement tolérée dans la société marocaine. Par contre, il y a une autre violence, comme la violence sexuelle. Nous avons réalisé un rapport avec l'UNICEF et l'association Amen qui a montré que la violence sexuelle au Maroc, et plus particulièrement le mariage précoce, parce qu'on considère le mariage précoce comme une forme de violence sexuelle, est en augmentation. Après le Moudouana, donc elle est en augmentation, mais dans une société qui tolère relativement cette violence. Donc, c'est un petit peu difficile de cerner l'ampleur du phénomène. Les violences. Oui. Je pense que... parce que là, alors, on a les violences qui sont clairement définies, la violence physique, la violence sexuelle, la violence verbale, mais il y a aussi le travail des enfants. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une violence à l'égard de l'enfant? Les mariages précoces, je reviens toujours là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est encore aujourd'hui, qui moi personnellement m'offusque parce qu'on a des dérogations qui deviennent la règle dans certaines régions pour le mariage des mineurs. C'est aussi une violence, ou ça peut être aussi considéré comme une violence. Ça fait partie aussi des recommandations du CESE. Tout cela, mais les négligences, l'abandon d'un enfant est une violence. Donc justement, ce qu'il y a peut-être dans notre société, c'est que nous avons une assez grande, je dirais, tolérance par rapport à beaucoup de formes de violence. Donner une gifle à un enfant, c'est éducatif. Voilà, c'est pas un châtiment corporel, c'est légitime. Et il y a un ensemble de la violence verbale qu'on considère pas comme une violence verbale. Les enfants abusés sexuellement, on a plus tendance à voir l'aspect physique de ce qui a pu se passer ou du dégât qu'il y a pu avoir. C'est pour ça qu'on s'en offusque quand c'est une fille, parce qu'il y a une histoire de virginité. On s'en offusque beaucoup moins quand c'est un garçon. On trouve toujours dans la communauté des moyens de masquer les choses. Mais tout ce qui est psychologique, c'est comme un luxe. Nous, la psychologie, c'est pas tellement notre truc. Donc, mais tout cela, au niveau international, c'est considéré comme étant des violences, et les enfants marocains n'échappent pas plus à ce type de violence que d'autres. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il n'y a pas une réponse à chaque type de violence. Il ne faut pas tomber dans ce piège de dire pour telle violence, on va faire ça. Il y a là, effectivement, tout ce qui est, je dirais, prévention de la violence, et ça commence dans les familles. Alors là, il faudrait des programmes
destiné aux familles, c'est de l'éducation avec un grand E, hein, de l'accompagnement des parents, mais c'est aussi au niveau de l'école. C'est là que ça commence. Il y a les médias qui peuvent jouer un rôle. Donc c'est un travail de toute la société. Maintenant, pour ce qui est abus sexuels, bon, enfin, ou viol et tout cela, ça c'est des phénomènes qui existent. Ce qui serait important, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent justement aux enfants de signaler, que ça puisse être détecté. Et très souvent, malheureusement, des fois même en complicité avec la famille, ou bien l'enfant lui-même tait la chose, parce que aller le dire, ça pourrait le compromettre lui-même. Les garçons ont peur de signaler qu'ils ont été abusés sexuellement, tout simplement parce qu'on risque de lui dire tu es homosexuel. Donc il y a ces tabous aussi autour de la sexualité qui jouent un rôle. Donc il y a un grand travail à faire autour de la sexualité et des relations et de l'éducation sexuelle de manière générale. C'est quelque chose de fondamental. En termes de loi, là je peux dire... On va parler des lois, on va parler du rôle de l'État et des dispositifs mis en place. Mais maintenant... On regarde un sujet de Manal Akhdari, on verra après justement le rôle de l'État, et parce que le rapport pointe la faiblesse des politiques publiques, vous en avez parlé justement. Un sujet de Manal Akhdari. Une préoccupation centrale du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. La promotion de la culture des droits des enfants. Selon le département de Bassim Harkaoui, toutes les initiatives de la société civile sont encouragées. Le ministère de tutelle prépare des rapports périodiques de suivi de la mise en œuvre des conventions internationales sur l'enfance, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Maroc en 1993. Le ministère organise aussi des événements de commémoration des journées nationales et internationales des droits des enfants. En revanche, des efforts sont à fournir selon le Conseil économique, social et environnemental. Il faut d'abord respecter l'intérêt supérieur de l'enfant lors des prises de décisions politiques, législatives ou juridiques. Le CESE souligne plusieurs points: les discriminations à l'égard des enfants en raison du sexe, d'un handicap ou de leur statut socio-économique. Malgré une légère amélioration due à la mise en place de l'assurance maladie obligatoire, du régime d'assistance médicale RAMED et du fonds de cohésion sociale, les discriminations sont très faiblement atténuées. Le CESE souligne également les failles juridiques, les défis affrontés dans un contexte de dégradation de l'offre de soins publics et surtout l'éducation des enfants. Selon le bilan du plan d'action national pour l'enfant réalisé en 2010, la coordination intersectorielle, les ressources humaines qualifiées et les moyens de suivi sont encore insuffisants. Alors, le Conseil prône la révision de la loi 1405, notamment relative aux établissements de protection sociale. On est dans le cas de la loi. Ça, c'est, voilà. Que dit cette loi? Qu'est-ce que ça va changer? Non, ça c'est une des lois parmi les lois. Oui, ça fait partie des deux. Oui. Alors, la loi 1405, d'abord, elle a le mérite d'exister. Il n'y en avait pas avant. Elle s'est faite un petit peu, je crois, c'est les années 2006, disons, dans un contexte un peu particulier. Bon, elle a défini certaines normes. Sauf que ces normes-là sont plus des normes, je dirais, qui touchent à la construction. Une personne qui doit être prise en charge doit avoir 4 mètres carrés. C'est technique. Voilà, il nous faut une cuisine. C'est purement technique. Mais là, quand on parle de normes de prise en charge, et surtout de personnes, on ne parle pas si spécifiquement d'enfants, il faut qu'il y ait des normes d'encadrement. Qui encadre? Qui a le droit d'encadrer? Quelle formation doit avoir l'encadrant? Quels sont les droits de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle communément les bénéficiaires? C'est un terme que je n'aime pas. Mais donc les personnes qui sont prises en charge, qu'elles soient âgées ou pas. Donc il y a un ensemble de normes qui sont aujourd'hui inexistantes. Et donc si on demande à ce que cette loi soit révisée, c'est pour que l'on dise, ben voilà, une personne âgée, pour la prendre en charge, ben voilà les normes d'encadrement, voilà ce dont a besoin une personne âgée, voilà ce que doit pouvoir faire une personne âgée dans un centre. Idem pour les enfants en situation de handicap, et là on est encore très très loin de cela. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle nous demandons à ce que cette loi soit revue, dans le sens où qu'elle soit
qu'elles prennent en considération la prise en charge, qui fait en fait l'essentiel lorsqu'une personne se trouve entre les mains d'autres, et ce sont des personnes vulnérables. Donc que ce soit une personne âgée, qui soit malade ou pas, que ce soit un enfant, une personne en situation de handicap, et pour que tous ces centres-là entre guillemets, j'hésite à utiliser le terme, ne se transforment pas en dépotoir humain dans lequel, parce qu'on a un mur, on a fermé, et comme malheureusement on connaît aussi dans certains endroits. La discrimination aussi, ça c'est un point extrêmement important au niveau du droit des enfants, que ce soit au niveau de l'accès à l'éducation, à l'accès à un certain nombre de choses. J'ai des téléspectateurs qui nous disent aussi l'accès à est-ce que les droits des enfants s'étend à avoir droit à des espaces verts, à des activités parascolaires, à des activités sportives qui sortent du cadre tout à fait, on va dire, commun qu'on pourrait, ou basique, ou on va dire le SMIC social qu'on pourrait leur donner? En fait, l'enfant a besoin d'un certain nombre de services. D'abord, l'éducation, la santé, l'accès aux loisirs, à la culture. Donc, il consomme un certain nombre de services, mais pas dans une logique de consommation. C'est un acteur majeur, il est en interaction avec ces services. D'où l'importance de l'un des principes de la Convention, à savoir le principe de participation, est très important. Donc, dans l'absolu, un enfant doit participer à l'élaboration d'une politique publique en matière d'éducation, à la santé, et aussi à la protection. Si l'enfant participe à l'élaboration de cette politique, à ce moment-là, les acteurs commencent à prendre en considération son opinion. Parce que l'opinion de l'enfant a une importance extrême dans l'élaboration de cette politique, dans sa mise en œuvre, mais aussi dans l'évaluation des politiques publiques. Donc, il me semble que l'état actuel au niveau de la participation, on est loin de la norme internationale au niveau de la participation, même au niveau de la famille. C'est rare, on trouve des familles qui écoutent l'enfant, qui cherchent à avoir l'opinion de l'enfant avant de prendre une décision. Nous avons des proverbes, je ne sais pas comment traduire. Déjà, une discrimination, un certain nombre de jugements très négatifs vis-à-vis de l'opinion de l'enfant. Donc, d'où l'importance d'engager un travail de sensibilisation, un travail sur les représentations, sur les perceptions, sur les normes sociales, bien sûr, avec un travail sur cette dimension juridique, cette dimension loi. Alors justement, le côté participatif, parce que quand on entend ça, on se dit mais on est loin. C'est-à-dire qu'en gros, on voudrait faire participer les enfants d'une certaine manière à l'élaboration des lois. C'est ce que vous êtes en train de dire. On voit bien d'un point de vue sociétal comment on revient encore une fois à la définition, à la manière avec laquelle on perçoit les enfants. Ça, est-ce qu'on peut imaginer ça? Mais ça doit passer par quoi? Est-ce que ça doit passer par là, vous le pointez dans votre rapport, l'absence dans les médias, l'absence finalement de visibilité des enfants, quoi. Il faut pas parler des enfants, il faut faire parler les enfants. Je pense que ce que je vais vous dire là, c'est valable pour tous les droits. L'effectivité absolue de tous les droits, que ce soit pour les adultes et les enfants, c'est un chemin, c'est un combat continu. Mais il y a des barrières culturelles, de mentalité qui sont... Bien sûr, je pense que ces barrières culturelles ont existé de par le monde. Le Maroc ne fait pas une exception. Même en Europe, ça a été comme ça. Et d'ailleurs, le mot infant n'est pas un mot arabe. Et donc, ce sont des évolutions naturelles. Maintenant, encore une fois, il faut pointer ces problématiques, expliquer que lorsqu'un enfant participe, ça ne peut qu'enrichir notre société, notre réflexion d'adulte, et ça ne peut que nous faire prendre les meilleures décisions. Si on n'est pas, culturellement parlant, on n'intègre pas cette idée-là, évidemment, on peut continuer à dire les enfants, on n'a pas à les écouter. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'école a un rôle à jouer, les médias ont un rôle à jouer. Ce ne sera pas tous les enfants et partout. C'est pas l'école qui est la plus centrale à ce niveau-là? Oui, bien sûr, mais vous savez aujourd'hui, je crois que
au-delà de l'école, encore une fois, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a quand même tout un ensemble d'outils de communication qui doivent être plus exploités pour faire participer les enfants à un certain nombre de choses. Bien sûr, l'idéal, ce serait que les enfants participent à toutes les décisions possibles et inimaginables. Bon, ça, on peut rêver en couleur, mais au moins, et ça, ce sont des choses faisables. Et ça, là, je parle plus maintenant en tant que membre du Conseil économique et social, je parle en tant qu'associatif. Et on a des enfants. Les enfants, quand on les organise en réseau, quand on les encadre, on voit ce qu'ils arrivent à produire. Ils sont capables d'analyser, ils sont capables d'écouter. Et la participation, beaucoup de gens comprennent, mais il n'a rien à me dire, s'il n'a rien à m'apprendre. C'est même pas ça la question. La question, c'est que le faire participer, je l'éduque à la démocratie, je l'éduque au débat. C'est au-delà de ce qu'il a à m'apprendre ou pas à m'apprendre. C'est la participation fait partie intégrante de l'éducation si, et apparemment c'est ce que veut le Maroc avec la Constitution, aller de l'avant en termes de démocratie et de démocratie participative réelle. Donc il s'agit d'un enjeu de société. Encore une fois, il ne faut pas rêver en couleur, ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain, mais il faut bien commencer à un moment donné ou un autre, et c'est la raison pour laquelle nous pointons aussi ce volet-là. Et ça pointe du doigt nos contradictions. Oui. Hein, alors je vous laisse réagir, je parlais du travail des enfants parce que c'est aussi un point important. L'enfant marocain aujourd'hui, voire la socialisation ou l'éducation de l'enfant marocain aujourd'hui n'est pas une question locale. L'enfant marocain, il est connecté dans un espace virtuel. Donc, il observe, il est en connexion, il partage l'information, il participe dans un monde virtuel. Et il a une réalité. Et même dans le rural, hein. Même dans le rural, parce que l'évolution du nombre de smartphones est absolument incroyable, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural. Donc, faut pas sous-estimer ça. Absolument. Et on doit prendre en considération cette dimension universelle, cosmopolite, dans l'éducation de l'enfant, dans l'interaction de l'enfant avec le monde. Donc, aujourd'hui, l'éducation, elle dépasse les frontières géographique du Maroc. Il y a d'autres acteurs qui interviennent dans la socialisation, dans l'éducation de l'enfant marocain. Donc, participer peut-être dans un espace géographique, dans un contexte social, est une question très difficile, mais il peut participer via une nouvelle technologie. Et à ce moment-là, il pose d'autres problématiques de protection. Comment protéger un enfant connecté dans un espace virtuel libre? Alors, vous parlez de participation, finalement, intellectuelle, d'accord? Bon, mais il y en a qui n'ont pas attendu parce qu'ils les font participer économiquement. Je parle du travail des enfants. Donc, c'est-à-dire, voilà, on est dans cette contradiction, on se dit, ah bah non, je peux pas les écouter, mais je peux les faire travailler. Je peux les faire travailler comme tâcheron ou alors les faire mécaniciens, etc., à un certain âge. Alors, il y a une enquête sur l'emploi du HCP qui date de 2013. 86 000 enfants âgés entre 7 et 15 ans travaillent. 86 000. Je sais pas si c'est, enfin, voilà, je sais pas, je remets pas en cause ces trucs, mais bon, on peut se dire que ça peut être beaucoup plus, je sais pas, mais en tout cas, ça n'engage que moi. Ça, c'est central également. Est-ce que dans votre rapport, il y a une recommandation très claire par rapport au travail des enfants, par rapport à la protection, et est-ce qu'on va revenir encore une fois à dépasser le contexte socio-économique finalement, qui peut justifier le travail des enfants? Parce qu'il y a des gens qui justifient le travail des enfants. Alors, nous n'avons pas pris cette question spécifiquement, mais ça, c'est une question d'angle d'attaque au niveau du rapport. Parce qu'encore une fois, quand on plaide pour une politique intégrée de l'enfance, ces questions-là en font partie. Et maintenant, je crois que ce qui est fondamental, c'est une fois que c'est mis en œuvre, ça ne va pas se mettre en œuvre comme ça du jour au lendemain et au niveau national. Mais chaque région devra, en fonction des problématiques qu'elle a, une région qui est plus rurale, où il y a peut-être plus de pauvreté qu'une autre, aura certaines problématiques à régler de manière plus urgente qu'une autre. Et c'est pour ça qu'il est important justement de faire en sorte que ces politiques vraiment descendent au niveau local, que le niveau local soit entendu, que le niveau local fasse sa cartographie des acteurs et de ses problématiques. Et le travail des enfants en fait partie. Et c'est une fois qu'on a identifié l'ampleur, les problématiques, qu'on pourra s'attaquer à ce genre de phénomène, bien sûr condamnable comme ça dans l'absolu, mais d'un autre côté, il y a sûrement des réalités du terrain qui font que il y a des enfants qui doivent travailler et dans des conditions peut-être très difficiles, mais il y a aussi un autre phénomène dont on parle moins, ce sont les enfants migrants
Oui. qui vont vers l'étranger. Et lorsqu'on s'intéresse à ces enfants-là, et ça nous on le sait dans notre association pour les avoir entendus et interviewés, c'est que ces enfants, une fois qu'ils sont à l'étranger, ils sont entre, d'une part, je dirais l'enclume et le marteau, des parents, des familles qui en fait les ont envoyés, ce ne sont pas des enfants pour la plupart ou des mineurs qui ont fugué. C'est quelque part des mineurs qui ont été mandatés par leur famille pour aller avoir un avenir meilleur. Ils sont tous seuls, ils Et sont non une fois accompagnés. qu'ils sont là-bas et Ouais. sont non accompagnés, Ouais. dans des conditions quasiment inhumaines, déjà avant de traverser, ils se retrouvent plus ou moins dans une espèce de clandestinité, dans une errance, dans un espace, et ils n'ont même pas qu'ils mettent le loujet pour revenir, parce que d'un autre côté, il y a une famille qui habite toutes les attentes sur cet enfant que l'on a considéré adulte avant le temps. Donc voilà, toutes ces problématiques-là doivent être vues et pensées au niveau local. Le Conseil économique ne s'est pas penché spécifiquement sur cette question, mais l'a soulevée. Ça me fait, oui. En fait, par rapport à cette question d'immigration, il y a aussi des enfants non marocains qui travaillent au Maroc. Le monde aujourd'hui, c'est un monde marqué par une mobilité qui touche aussi les enfants. Donc il y a certes des enfants marocains qui travaillent ailleurs, mais aussi des enfants non marocains qui travaillent au Maroc. Et à ce moment-là, on doit poser beaucoup de questions sur le dispositif de protection adapté à ces enfants qui ne parlent pas l'arabe, souvent, qui ont une autre religion, qui ont une autre culture, un autre référentiel. Comment travailler avec ces enfants, comment protéger ces enfants, tout en respectant leurs particularités culturelles. Donc, en fait, la question des droits de l'enfant est une question très dynamique. Il y a beaucoup de changements dans la réalité et par conséquent, beaucoup de changements dans les méthodes, dans les approches de travail avec les enfants. Où est-ce qu'on en est de l'harmonisation avec les textes internationaux? On a des engagements, hein, le Maroc a des engagements, on en est où? Je pourrais, d'une manière comme ça, très globale à la louche, on peut dire que vraiment l'arsenal juridique dont nous disposons aujourd'hui, il est pas mal du tout. Vraiment, on peut... On va dire que c'est comme tout le reste, c'est l'application qui pêche. Voilà, c'est exactement ça le problème. Maintenant, il y a encore des choses, il y a la convention de Lanzarote concernant les violences sexuelles qui devrait être encore signée par le Maroc, il y a le troisième protocole facultatif de la convention internationale qui devrait aussi... Mais quoi qu'il en soit, ça, je dirais... Si aujourd'hui on insiste juste sur le fait qu'il ratifie pour ne rien faire derrière, à la limite qu'on ne ratifie pas. D'accord. Il y a encore, bien sûr, tout ce qui concerne le code pénal et le code de procédure pénale. Il y a une réforme qui est en cours, qui est perpétuelle. Il y a encore des choses à amender, à améliorer, à abroger. Dans le code de la famille également. Je pense que sur cet aspect-là, le Maroc a quand même fait beaucoup. Depuis qu'il a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a encore des choses à faire, ça c'est certain. Mais je pense que, comme vous disiez, le problème principal, appliquons déjà ce qu'on a, faisons en sorte qu'on considère un enfant comme étant un enfant, réagissons devant un enfant comme étant un enfant, et on aura déjà fait, je crois, un grand pas. On arrive aux dernières minutes de l'émission. Si Henve, je vais vous poser la question. Vous êtes optimiste? Oui. Je vous pose la question, vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le terrain. Oui, parce qu'il y a une volonté, nationale, il y a un cadre législatif. La question qui se pose là maintenant, c'est la question de l'application de ce cadre, d'une part, et d'autre part, un investissement sur les ressources humaines. Parce qu'un travail avec l'enfant demande beaucoup de compétences très spécifiques pour pouvoir travailler avec l'enfant. Et il me semble que les institutions, les départements doivent investir au niveau de tout ce qui est renforcement de compétences. Optimiste, oui, il faut l'être, parce qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste. Vous, parce si que vous ne l'étiez pas. Mais ceci dit, il y a un aspect, je pense, essentiel qui n'a pas été évoqué, je crois qu'il mérite de l'être, et je profite de l'occasion. C'est pour faire un appel réellement à nos élus et aux parlementaires. La question de l'enfant n'est pas une question d'idéologie. Et aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, on aimerait bien que les politiques se saisissent de la question de l'enfant, et que les questions concernant l'enfant soient débattu et discuté au niveau du Parlement et que des parlementaires deviennent des défenseurs des droits de l'enfant. Parce que, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les efforts que la société civile puisse faire, si on veut, disons, avancer de manière plus rapide, parce que c'est là en fait la grosse problématique est là, on avancera toujours qu'à un camp,
Mais si on veut avancer de manière rapide sur ces questions-là, il faut que les politiques se saisissent de la question. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet, ce rapport du CESE sur les droits de l'enfant. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 comme tous les soirs et je vous dis à demain.